Aujourd'hui, j'accueille Julien Perron, qui est l'auteur du film à succès C'est quoi le bonheur pour vous? 1500 personnes qui a interrogé dans le monde entier. Ouais. Après, ça a tellement bien marché, il y a 2 millions de vues, je crois. Hein. Exactement. Ouais. Et puis après, t'en as fait un livre, 2 livres? Ouais, 2 livres, ouais. 2 livres. Ouais. Parce que apparemment, le bonheur, c'est un thème qui intéresse beaucoup de gens. J'ai l'impression que beaucoup de gens recherchent le bonheur. C'est un peu ça le. Ah ouais, bah, je crois que c'est vraiment une quête et une recherche dans notre société depuis toujours. Hein. Si tu remontes des siècles en arrière, on était déjà en train de se poser des questions autour du bonheur. Petite précision quand même qui est assez importante. Les 2 livres que j'ai écrits, qui s'appellent d'ailleurs C'est quoi le bonheur pour vous? Il y en a un, c'est En chemin vers soi et l'autre, c'est En quête de sens. C'est 2 bouquins dissociés du film. Parce qu'en fait, le film, c'est quand même... compléments. Bah, complément, oui, quelque part, c'est complémentaire, mais en fait, ça n'a rien à voir avec le film. D'accord. En fait, dans le film, j'ai rencontré donc 1500 personnes dans 25 pays et je leur ai posé une question. C'est quoi le bonheur pour vous? Et dans mes 2 livres, j'apporte plus une dimension de la chance que j'ai, je trouve, d'avoir grandi dans une famille où on parle de développement personnel depuis que je suis gamin. Et donc, dans ces 2 livres, je transmets tout ce qui me semble être tous les fondamentaux pour être bien, en fait, tu vois, pour être bien dans sa tête, pour être bien dans son corps. Moi, mon adage, c'est un esprit sain dans un corps sain. Donc, c'est comme des livres autobiographiques où je raconte un peu mon histoire et je montre, pour moi, ce qu'il faut faire pour être bien dans sa tête et pour être bien dans son corps. Voilà. Il y a que l'histoire de ta famille qui t'a fait t'intéresser à ça, ou ça t'est arrivé comment, en fait? Ah bah, je crois quand même que c'est un grand pan de ce qui m'a amené à m'intéresser à ça, parce que, t'imagines, moi là, j'ai 46 ans, donc à 6 ans, ma mère me dit je commence à cheminer vers moi et à me poser des questions. Donc on peut dire que ça fait 40 ans que je suis en chemin. C'est beaucoup ta mère, hein, toi, tu parles. C'est beaucoup ma mère, oui, parce que en fait mes parents ont divorcé, moi j'avais 6 ans. Ah. Et mon père, lui, m'a apporté plutôt la dimension sportive, parce que c'est un marathonien, donc il a fait 42 marathons. La dimension aussi de l'alimentation, parce qu'il a été chef gérant de plusieurs restaurants quand il était en activité. Donc il nous a appris de manière indirecte, parce que ça n'a pas été une transmission orale, à bien manger, quoi, faire attention. C'est la caricature habituelle, c'est que l'homme il est dans la matière, Ouais. le sport, la cuisine, et la mère, elle est dans le spirituel. C'est vrai que c'est assez étonnant. C'est vrai que c'est. En même temps, les femmes sont beaucoup plus connectées à leur partie émotion, à leur partie intuitive, créative, plus que nous. C'est un élan naturel. Puis ma mère, pour le coup, parce que de sa génération, elles étaient quand même pas beaucoup. Elle s'intéressait aux cartes, donc elle tirait des cartes, c'est pour les amis. Elle faisait des thèmes astrologiques, donc elle s'est intéressée aussi à l'astrologie. Voilà, elle faisait un peu de taromancie aussi. Donc, et c'est vrai que de cette époque-là, je crois qu'elle avait pas beaucoup de personnes en fait autour d'elle avec lesquelles elle pouvait parler de ça ou même développer, tu sais. Donc nous, elle nous disait d'ailleurs très souvent qu'il fallait surtout pas parler de ce qui se passait à la maison. Voilà, on parle pas à l'école, Julien. Ouais, voilà, c'est ça. Tout ce qui était méditation, yoga, etc., fallait surtout pas en parler, parce que oui, on aurait peut-être pu nous prendre pour des gens un peu bizarres. Ouais. Oui, c'est une époque. C'est une autre époque, ouais. Les choses ont évolué maintenant, mais c'est vrai que... Elles ont évolué. Il y a des choses encore plus allumées maintenant qu'il y a ton époque. Ah, très clairement. Ah ouais, parce que moi, je connais des gens, ils feraient mieux, les enfants feraient mieux de pas dire. Oui, je vois. Parce que c'est complètement perché, hein. Ouais, je vois très bien. Ouais. Non, nous, c'était soft, c'est clair. Mais bon, on regarde encore à l'heure d'aujourd'hui, de parler de méditation. Tu peux pas trop utiliser le mot méditation. Il vaut mieux parler de relaxation, par exemple. Tout ce qui est lié aux énergies, c'est pareil, en fait. Il faut le pas mot trop énergie. en parler. Ouais, donc on est encore dans une société où il faut peser ses mots et faire très attention à ce qu'on dit. Hein. Oui, parce qu'il y a même des techniques qui sont mises sur la sellette, alors que tu te dis, objectivement, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Exactement, alors que ça marche. Ouais, tout à fait. Oui. Donc, ça recadre un petit peu ton parcours. Donc, tu t'intéresses au bonheur. Ok, tu te rends compte, évidemment, que chacun a sa définition du bonheur. Oui. Et tu me disais dans une autre interview, on pourrait interroger les gens sur l'amour. Il y aura aussi 8 milliards de versions de l'amour. C'est clair. Et à un moment, tu arrives à ce constat-là, tu approfondis. Est-ce que, si on fait le rapport avec ici le Forum des médecines de l'âme, est-ce que c'est une médecine de l'âme, le bonheur? Est-ce que ça soigne l'âme?
Alors déjà, ce qui serait intéressant, c'est qu'on définisse ce que c'est l'âme. C'est quoi l'âme pour toi? Pour moi ou pour toi? Non, pour toi. Je te pose la question. Moi, je la définis pas. Ah, tu la définis pas? Non, Okay. je refuse. Par exemple, les gens souvent posent la question, c'est c'est quoi la différence entre l'âme et l'esprit? Une fois, je me rappelle. Oui, par exemple, ou la conscience. Voilà. Oui, parce qu'on dit corps, âme, esprit. Le corps, bon, ça va, tout le monde est d'accord. Oui, oui, après. Mais l'âme et l'esprit, c'est quoi la différence? Et moi, je refuse de définir ça. Ah, ok. Parce que si on le définit, on l'enferme. Et si on l'enferme, il y aura toujours des pour, des contre. Je suis d'accord, pas d'accord, je comprends pas. C'est vrai. C'est compliqué pour moi de définir ça. Oui. Mais la définition littérale, anima, tu sais, l'animal, ce qui nous anime. Les Chinois, ils vont parler du qi. Oui. Ce qui anime, c'est yin-yang. Donc l'énergie. Tout à l'heure, quand on parlait des hommes et des femmes, pour les Chinois, c'est évident, puisque le yang, c'est une énergie qui descend. Oui. Donc les hommes sont plus matérialistes. Et le yin, c'est une énergie qui remonte. Donc les femmes sont plus intellectuelles, spirituelles. C'est logique pour eux. Oui, c'est clair. Voilà. Mais mis à part ça, après, dès qu'on rentre dans des définitions... donc tu veux pas la définir, quoi. Ouais. C'est un refus catégorique, quoi. Mais par contre, j'organise le forum des médecines de l'âme pour que d'autres la définissent. À ta place, quoi. Je sais pas, moi, comment la définir aussi, hein. D'ailleurs, tu vois, je m'étais jamais posé la question de me dire est-ce que je peux refuser de donner une définition. Donc, je trouve ça intéressant que tu te places comme ça. Je sais pas, moi, je trouve que l'âme, on va dire, de ce que je vis, plutôt, de mon expérience, moi, j'ai toujours eu le sentiment d'avoir eu plusieurs vies à une seule vie. J'ai toujours eu le sentiment d'avoir vécu en fait des expériences dans un présent, un futur ou un passé qui m'appartient pas. Et j'ai toujours eu le sentiment, encore à l'heure d'aujourd'hui, d'avoir accès à des informations qui peuvent pas être liées à mon parcours de vie là aujourd'hui terrestre depuis 46 ans. Ça vient d'où? Voilà, grande question. Donc moi, parmi les réflexions que j'ai, c'est soit donc c'est purement de l'information que j'arrive à capter. Donc, tu sais, j'imagine... Le transistor qui se branche sur une information dans l'air du temps. Exactement, c'est ça. Je suis câblé, en fait, sur une fréquence, et sans le vouloir, mais voilà, je capte une info. Soit c'est de l'information qui a été engrammée par mon âme, si on part du postulat que l'âme se réincarne, etc., etc. Oui, mais là, on part du postulat qu'il y a une âme. Exactement, tu me demandes de la définir. Ben oui, voilà. C'est pour mieux qu'on réfléchisse ensemble. Donc moi, pour moi, ça serait peut-être ça. Donc, si je devais la définir, je dirais que c'est une énergie, en fait. C'est vraiment une énergie qui semble être habitée par une intelligence. Et qui m'échappe totalement, quoi. Alors, certains, visiblement, ont le contrôle dessus. Pourquoi? Parce que tu vois, on se disait, soit c'est âme, soit c'est esprit, soit c'est conscience. Quand je dis que certains ont contrôle dessus, c'est qu'il y en a qui arrivent à s'extraire, en fait, de leur corps, à faire ce qu'on appelle des voyages, tu sais. Hors du corps. Voilà, extracorporels. Au début, il y a 30 ans, 40 ans, on parlait de voyage astral. Voilà, c'est ça. Et donc là, je trouve que, comme toi, moi je trouve que la limite, elle est quand même extrêmement proche, tu vois, entre âme, conscience, esprit. Donc, moi, j'aurais plutôt envie de dire, voilà, que c'est une énergie qui semble être animée d'une intelligence, et qui se balade dans différents champs de conscience, champs énergétiques. C'est ça, Par exemple, la nuit, on est tous sortis de notre corps. A priori, parce que quand on rêve, on ne sait pas qu'on est en train de dormir dans un lit. Ouais, c'est ça. Notre conscience n'a pas conscience d'être dans un corps, dans un lit. Alors après, ce qui serait intéressant, c'est est-ce qu'on peut amener cette conscience? Est-ce qu'on peut la diriger? Exactement. Il y a un Français qui dit que lui, il peut. Oui. Alors, je perds son nom à chaque fois, mais en fait, lui, il dit qu'il peut vraiment, quand il veut. Bon, ça nécessite de se poser, de faire un peu de relaxation, mais une fois qu'il est prédisposé, hop, il peut s'extraire un peu. Sa conscience peut sortir. Ouais, c'est ça. Et donc là, il peut s'observer, il peut rentrer en communication avec, d'ailleurs, même d'autres civilisations extraterrestres, d'après ce qu'il dit. Il peut aller très loin, en fait. Il y a des gens célèbres qui ont parlé de ça, mais... Oui. Tant que tu l'as pas expérimenté aussi. Est-ce que c'est pas... Bon, je vais parler, par exemple, des Meurois Givaudan. Oui. Bon, Meurois, il dit qu'il a décrit des civilisations comme ça, extraterrestres et tout, mais on peut se dire, est-ce que c'est son propre délire? Est-ce que c'est sa propre vérité? Est-ce que... Parce que tu sais, quand on parle avec l'invisible, il semblerait quand même que l'invisible, âme, esprit, tout ça, ça fasse un peu miroir. Ça nous renvoie nos inconscients, nos fantasmes, nos archétypes, enfin les archétypes, des choses comme ça. Donc on peut se dire, est-ce que les perceptions quand on sort du corps, est-ce que c'est pas justement les miroirs?
Ah oui, c'est clair. Ça pose la question de la médiumnité, de plein de trucs. Complètement. Mais tu sais, hier, je sais pas si tu étais là, on a regardé le film L'âme de Valérie Seguin. Moi, c'était la première fois que je le voyais. Enfin, c'était le deuxième, c'était L'âme 2. Et justement, donc déjà dans ce qui était dit et dans les questions qu'il y a eu après auprès du public, je me suis posé exactement les mêmes questions que toi. Oui. Ouais. Est-ce que c'est pas des miroirs? Ouais. Et je me suis dit que j'allais en parler avec Valérie aujourd'hui parce que finalement, on n'a pas réellement de. Alors oui, il y a une espèce de consortium, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui disent la même chose, mais c'est pas pour autant qu'ils ont raison. Mais tu connais l'adage, hein? Oui. C'est pas parce qu'une majorité dit quelque chose qu'elle a raison. Oui, bah c'était Coluche qui disait ça aussi, Ouais, mais sous une autre forme. Oui. Et oui, ça pose cette question. Il faut avoir la lucidité, le recul de se poser la question, de se dire, est-ce que c'est pas un miroir? Ouais, c'est ça. Ouais. Vraiment, ouais. Parce que, bah, une fois de plus, on n'est pas sûr à 100%, quoi. Tu vois. Même si ceux qui ont vécu les expériences, ceux qui relatent, qui ont vécu, semblent tous aller quand même plus ou moins dans le même sens, on n'a pas encore réellement de certitude. C'est-à-dire, en fait, la certitude, ça serait, là, par exemple, tu devais le connaître, Christian Talchaler, il est décédé il n'y a pas si longtemps. Là, en fait, le top, limite, ça serait qu'il vienne, là. Mais comment? Sous quelle forme? Tu vois? Mais toi, tu vas le percevoir d'une manière et moi, peut-être d'une autre. Mais non, mais qu'on le perçoive tous de la même manière. Ah ben oui, tu vois? Là, c'est une apparition. Là. Voilà, et c'est là où, je pense qu'on serait tous d'accord. Tu vois? Mais bon, des apparitions collectives, il y en a eu dans le passé. Bah, chez les chrétiens, on en raconte. C'est ce qu'on dit, oui. Oui, mais c'est pas pour ça que... C'est ce qu'on dit, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Les hallucinations collectives. Bah ouais, par exemple, ouais. Moi, je connais quelqu'un qui a été dans un grand one-man show d'un gars qui canalise un channel, un canal. Et ils étaient 500 dans un gymnase, pas quoi, et la personne, elle rentre dans ce truc, elle est malade. Pendant la canalisation, elle tombe dans le sommeil quelques secondes, quelques minutes, elle se réveille, elle est plus malade. C'est quoi comme maladie? Une grippe, un truc comme ça. Ah ouais, vraiment, ouais. Et elle me dit, mais tu te rends compte, la puissance spirituelle et tout. Je lui dis, bah, c'est peut-être que de l'astral. Tu mets 500 personnes en même temps qui partagent une émotion comme dans un match de foot. Oui, moi j'allais dire une pensée collective. Ouais, c'est ça. Un égrégore. Oui, voilà, c'est ça. Et ça soigne. Ouais. Mais pour moi, ça prouve rien. Je suis d'accord. Par contre, tu vois, il y a un truc qui a été dit hier qui est intéressant, ce qui rejoint ce que tu dis, c'est la pensée collective. Il y a eu 2 exemples de personnes qui étaient apparemment, on leur disait cliniquement que c'était terminé pour eux. Et les amis, les proches, la famille ont tous eu une pensée collective en envoyant beaucoup d'amour, j'imagine de manière très régulière. Et il semblerait, à écouter ces 2 personnes, que c'est ce qui les a permis de sortir de cet état qui était quand même apparemment assez catastrophique. Moi, j'ai un témoignage comme ça, un ex-beau-père, cancer du rein, il a été 3 fois à l'agonie. À l'agonie, c'est-à-dire l'hôpital appelle en disant venez, il est en train de rentrer. Ah ouais, c'est terminé quoi. C'est la phase de l'agonie. 3 fois. 3 fois il est revenu. Waouh. Il se rétablit, il reprend des forces, on lui fait pas de chimio parce qu'on peut pas faire de chimio sur le rein, et il a vécu encore 20 ans derrière. Waouh. Et donc 1 an après, on a un repas, et il me dit j'étais dans un tourbillon, tu vois, à la sortie du corps, j'étais dans un tourbillon rose qui m'emmenait, c'était plein d'amour, et j'avais envie d'y aller dans cet amour, mais je sentais vos présences qui m'appelaient, me retenaient, parce que on était dans une forme de prière, de collectif qui disait non, pars pas, et du coup il est revenu. Ah ouais, donc toi tu l'as vécu. Un témoignage de quelqu'un qui m'a dit ça, si on n'avait pas fait ça, il serait parti. Bah, tu vois, en fait, ça, j'allais dire pour les pragmatiques, pour les cartésiens, je pense que c'est difficilement entendable. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'exemples qui convergent dans ce sens. Moi, je sais que, tu dois le savoir aussi, tu sais, t'as des groupes de méditants dans le monde qui œuvrent aussi dans ce sens-là. Donc, ils ont tous à un moment donné une pensée collective. Ça va être d'envoyer de l'amour, je sais pas, pour X raisons, dans n'importe quelle situation de ce qui se passe à travers le monde. Et il semblerait que, pareil, en fait, ça a l'air de fonctionner. Donc, ça peut être ça. L'Indien, là, comment il s'appelait, qui faisait des méditations dans des zones en Amérique où il y avait de la délinquance. Ah, je sais pas. Comment il s'appelait? Je connais pas. Il a fait des études, avec études scientifiques et tout. Tu faisais des groupes de méditation comme ça dans des banlieues. Et ça fait longtemps qu'il avait fait ça. Et la délinquance, le taux de délinquance baissait. Waouh. Ok. Et ils ont réussi à approuver. Ils ont constaté. Ah ouais. Après, tu peux toujours dire, j'y crois pas. Oui, c'est vrai. Bon. Après, les expériences, elles commencent à être valables quand tu les répètes plus de 10 fois, je crois.
Ah. Une fois que c'est validé vraiment donc par des protocoles scientifiques, évidemment, il faut qu'il y ait des scientifiques derrière. T'imagines, tu vas dire au ministre de l'Intérieur actuel qu'on pourrait faire des groupes de méditation pour faire baisser la délinquance. Il te rigole au nez, quoi. C'est clair. Mais je sais pas si tu connais le film Superhuman de Caroline Cory. Non. Excellent ce film. Et justement, elle a fait le job. C'est-à-dire que dans son film, je crois qu'il dure 1h20, 1h30, elle a fait venir des scientifiques. Et donc, pendant tout le film, il n'y a que des scientifiques. Et en fait, elle amène les scientifiques à vérifier par des protocoles scientifiques comment ça marche la télépathie, comment ça marche. Tu sais, à l'époque, on les appelait les psychics, c'est-à-dire ceux qui ont cette possibilité de se projeter à distance et d'aller voir en fait ce qui se passe dans une zone donnée. Ils étaient même formés apparemment pendant la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale. Ouais, les Russes et les Américains, ils ont fait plein de trucs. Attends, c'est pas fini. Ouais. Elle valide aussi tous les protocoles de comment déplacer un objet à distance. Ouais. Et il y a un exemple dans le film qui est criant. Donc elle a cette capacité à pouvoir faire déplacer. Alors elle fait pas déplacer un meuble, mais elle peut faire déplacer par exemple, je sais pas, un bout de papier, quoi. Et donc là, il y a un scientifique qui est dans son laboratoire. Elle est à 3000 km à Los Angeles. Lui, donc, il est dans son labo. Il a une machine devant lui qui est apparemment la machine la plus hermétique au monde. Dans cette machine-là, il a mis un petit bout de papier. Et il demande à Caroline de déplacer le petit bout de papier. En fait, que le bout de papier puisse, je sais pas, se déplacer à l'intérieur, quoi. Et elle y arrive. Donc, on voit, en fait, t'as des petites caméras à l'intérieur et tu vois, en fait, le petit bout de papier qui bouge comme ça, à 3000 km. Pour valider le protocole, elle a dû le faire plus de 10 fois. Et c'est pour ça qu'elle l'a mis dans le film. Voilà. D'accord. Et ce scientifique est quelqu'un de très connu. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant, ouais. Du coup, tu nous prépares quelque chose d'autre sur ce thème-là ou... Derrière le bonheur, il y a quoi? On va revenir à ton film. Qu'est-ce qu'il y a derrière le bonheur? Derrière le bonheur, il y a quoi? Parce que je te posais la question, est-ce que c'est le but de l'âme? Mais t'as pas vraiment répondu. Non, parce qu'en fait, parce qu'il fallait définir l'âme. Est-ce que c'est le but de l'âme? Non, je suis pas sûr que ce soit le but de l'âme. Non, je pense pas. Parce que moi, le sentiment que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus une réflexion très bourgeoise de réfléchir autour du bonheur. Parce que pourquoi je dis bourgeoise? Parce que quand tu vas dans des pays qui sont défavorisés, tu vois bien en fait que ces gens-là ne se posent pas la question de est-ce que je suis heureux, c'est quoi le bonheur pour moi. C'est souvent ils sont heureux. Bah, ils semblent être, oui. Ils ont très souvent la banane. Plus heureux qu'un Parisien moyen. Complètement, ouais. Moi, des conclusions que j'en ai tirées, c'est qu'ils n'ont pas accès aux biens matériels que nous on a ici, et il semblerait que d'avoir accès à l'opulence nous rende malheureux justement. En fait, ou alors, est-ce que c'est pas parce qu'on est malheureux au fond qu'on consomme? Moi, je dis de la consommation, consolation. Ah ouais. Masquerait notre consommation, masquerait une profonde tristesse qu'on n'assume pas. Oui, je vois. Pour moi, c'est plutôt la société qui nous pousse là-dedans. En fait, si tu regardes bien, on est conditionné globalement, et la société nous conditionne autour du bonheur. Et elle nous dit voilà, le bonheur, il est là-bas. Pour y accéder, regarde ce qu'il faut faire. Oui. Il faut que tu te maries, il faut que tu fasses des enfants, il faut que tu aies un bon job pour gagner beaucoup d'argent. Métro, boulot, dodo. Exactement. Il faut que tu aies une belle maison avec un jardin, avec un chien, un chat. Un chien de race, même. Voilà, un 4x4. Et a priori, là, normalement, tu es censé être dans le bonheur. Sauf que, qu'est-ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui? Moi, il y a plein de personnes qui me suivent dans mes activités et qui me disent, moi, Julien, j'ai été ça. J'ai coché toutes les cases. Et je suis parti. Et en fait, non, bah ouais, exactement. C'est à un moment donné, en fait, ils ont un déclic dans leur vie. Ça arrive souvent vers 40, 50 ans. Parce qu'ils sont occupés des enfants. Ils ont fait un job, notamment, qui était plutôt un job alimentaire. Ils se sont mis de côté. Et entre 40 et 50 ans, d'un coup, voilà, il y a une prise de conscience. Ben non, en fait, ils sont pas heureux. Parce qu'ils ont juste coché les cases de ce que la société nous demande, mais ils n'ont pas été pleinement en accord avec qui ils sont réellement. C'est-à-dire, ils ont coché les cases de l'avoir, mais l'être. Exactement. Ouais, c'est ça, Donc après, voilà, ils ont envie de donner du sens. Et l'être, actuellement, dans notre société de consommation, ça devient aussi une consommation. On consomme des stages de développement personnel, on consomme des... Tellement, Ah ouais, c'est énorme. C'est dingue. Ah oui, puis alors moi, je peux dire que je vois vraiment l'évolution, parce que comme je te disais, je suis né dans une famille, tu sais, on parle de tout ça. Moi, mes activités, ça fait 25 ans maintenant à titre pro, donc c'est très dans le monde du développement personnel et aussi dans le monde de l'éducation. Donc je peux voir vraiment la différence. Moi, j'appelle ça des stagites aigus. Tu vois? T'as mis le hit. Parce que, mais il n'y a pas de jugement. C'est que les maladies en hit, c'est les otites, Oui, c'est vrai. C'est comme ça, c'est plus des maladies de colère. Oui. Ok, Donc, je savais pas. Le hit signifie du feu, de la colère. D'accord. Ça brûle, quoi. Okay. Donc, il y a la stagite. Il y a une colère derrière. Je cours après quelque chose, j'arrive pas à l'avoir. Peut-être, Franchement, c'est pas impossible. Et c'est pas un jugement, Je précise vraiment, c'est pas du tout un jugement, c'est juste de l'observation. Et je pense que
ces personnes-là, en fait, en réalité, elles essayent de faire du mieux qu'elles peuvent, tu vois, pour aller bien, pour être bien dans leur corps, pour être bien dans leur tête. Mais je pense que sur le chemin, elles se perdent à un moment donné, quoi. Je crois qu'on en oublie l'essentiel et les fondamentaux. Et je vais en parler d'ailleurs aujourd'hui en conférence. En fait, pour moi, les fondamentaux, c'est le sport, le sommeil, la nature, passer du temps aussi à te reposer et juste 10 minutes de relaxation, par exemple, par jour, c'est ultra bénéfique. Tout ça, en fait, c'est des petits fondamentaux qu'on a oubliés dans notre vie de tous les jours. Et si les gens passaient beaucoup de temps et d'énergie là-dessus, au même titre qu'on se brosse les dents, qu'on prend une douche, qui est devenue vraiment quelque chose d'habituel, si on remettait ça dans notre vie, vraiment de manière très consciente, je t'assure que tu n'aurais pas besoin d'aller faire des stages à droite à gauche. Ouais. Parce que tu serais déjà bien, en fait. Tu serais bien dans ta tête et bien dans ton corps. C'est presque une hygiène corporelle, mais pas que corporelle. Pas que, bien sûr. Psycho-émotionnelle aussi. Exactement, ouais, c'est ça. En fait, les deux sont liés, quoi. C'est un esprit sain dans un corps sain, quoi. Alors souvent, c'est un peu, tu sais, l'histoire de l'œuf et de la poule. Par où on commence? Est-ce qu'on commence à s'intéresser plutôt à notre mental, à notre santé mentale, pour être bien dans notre corps? Ou est-ce qu'on commence par le corps pour être bien en termes de santé mentale? Pour moi, les deux sont vraiment imbriqués. Si je devais choisir, je dirais que peut-être que déjà dans un premier temps, le plus important, c'est de remettre du mouvement dans sa vie. En fait, du mouvement dans le corps. Ouais, parce que le mouvement c'est la vie pour moi et la vie c'est le mouvement. Donc déjà de remettre du mouvement dans sa vie, ça pourrait être déjà une bonne chose et qui progressivement, step by step, parce qu'après c'est plein de choses qu'il faut additionner, nous amènerait progressivement à avoir peut-être plus de clarté, plus de disponibilité mentale, etc. Mais je crois que ça part par le mouvement à la base. Ouais. Est-ce que pour toi l'objectif du coup de l'âme c'est la conscience? Tu mets ça comme mot? D'avoir plus, d'agrandir son champ de conscience, d'agrandir sa conscience? S'il y avait un objectif de l'âme? Ouais. Ah ouais. Pourquoi elle fait cette expérience terrestre? Pourquoi tu crois qu'il y a un objectif? Bah, moi, ça me mettrait qu'il n'y en ait pas, dis donc. Ah, ah ouais, d'accord, c'est intéressant. Ouais. Ah ouais. J'aime bien que ça ait du sens, moi. Ah, ok. Ouais. Ah ouais, moi, je suis pas sûr qu'il y ait un objectif. Oui, alors, moi, je suis pas sûr qu'il faille définir là, mais toi, t'es pas sûr qu'il y ait un objectif. Bah, on va faire une belle perte, les deux. Les gens qui regardent, ils vont dire, non, mais c'est qui ces deux-là? C'est clair. Bah, en tout cas, moi, dans ce que je ressens, j'ai pas le sentiment qu'il y a un objectif. Par contre, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, on vient sur Terre pour accomplir quelque chose. Ouais. On vient sur Terre parce qu'on a un chemin de vie. Ouais. On vient sur le premier Terre. truc, c'est dans le New Age, c'est de dire enfin, je dis New Age, c'est peut-être caricatural, mais c'est de dire on est comme à l'école. Oui. On compare avec ce qu'on connaît. On est à l'école et puis on apprend des choses. Toi, ouais, voilà. À l'école. Ouais, c'est ça. Bon. Bah moi je suis pas convaincu de ça, ouais. Ouais. Ça suppose qu'il y a un prof qui nous enseigne, toi. Ouais, quelque part. Des trucs. Ouais. Là, des... Bah, en tout cas, vraiment, je me pose la question. Par contre, ce que je pense, ça rejoint peut-être ça, c'est qu'on a tous quelque chose à apporter, mais dans la société. Ouais. Est-ce que c'est connecté à l'âme? Peut-être, je sais pas. Mais moi, je suis plutôt convaincu qu'on a tous des compétences, qu'on est tous très très bons dans plein de choses. Et que s'il y a un objectif commun, bah, c'est de mettre ça à contribution en fait pour les autres, donc pour l'humanité, pour la planète. Peut-être qu'il y a une connexion avec l'âme. Ouais. Ouais, parce qu'il y a d'autres traditions qui te disent que l'âme, elle vient pour retrouver sa nature divine. Ah, bah peut-être. Donc la nature divine de ton âme, ça serait par exemple de faire un film ou je sais pas quoi. Pourquoi pas? Ton potentiel, ouais. Et de le mettre à dispo du collectif. Peut-être, ça peut être ça. On peut le voir comme ça. Bah, tu sais, c'est un peu comme si on s'amusait à définir est-ce qu'il y a vraiment un Dieu, est-ce que c'est de l'énergie, est-ce que c'est l'univers. Tu vois, on sait pas en fait. En réalité, il y en a qui vont parler de Dieu, d'autres qui vont parler d'énergie, d'autres qui vont parler de conscience, d'autres qui vont parler d'âme. Tu vois, chacun en fait a un terme qui est employé. Moi, je suis pas sûr que ce soit nécessaire parfois de définir tout, quoi. Ça y est, on arrive au même point, t'as vu? Bah oui, quelque part. Non, mais c'est vrai. Oui, pourquoi le définir? Ouais, pourquoi le définir? Par contre, on peut peut-être se rejoindre sur des idées. Ouais. Tu vois, par exemple, si on prend l'exemple de moi, je crois à un Dieu, je crois à l'univers ou je crois en l'énergie. Et finalement, est-ce qu'on parle pas tous de la même chose? Ben oui. En fait, c'est juste que les mots qu'on utilise sont limitants et que donc, bah exactement, ouais. les mots nous. C'est pour ça peut-être que le premier commandement c'était tu ne définiras pas ton Dieu. Peut-être, c'est possible. Et encore, même ça, moi je le remets en question. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas, on peut se poser la question si ça n'a pas été transformé avec les siècles. Oui. Tu vois ce que je veux dire? De quoi c'est parti réellement en fait? Personne n'était là. Ouais, à la Croze, on a fait des 10 vidéos sur les 10 commandements en changeant l'intention, en mettant le mot intention comme étant ce qui a voulu être dit. Et ben ça change toute la compréhension du truc. Bah c'est logique. Ouais. C'est logique. Donc, Donc on arrive à la conscience et si derrière il y avait être conscient de nos intentions.
Et tu crois que c'est ça le pouvoir de l'âme, d'avoir une intention, de pouvoir la... Ok. Alors là, moi, pour ça, pour en arriver là, pour avoir cette conscience, je pense que ça passe par une connaissance de soi. J'ai pas l'impression qu'on puisse que passer par le biais de la conscience ou de l'âme. Il y a la connaissance de soi est vraiment le pilier qui te permet après peut-être d'accéder à d'autres choses, quoi. Il faut que tu apprennes à te connaître, en fait. Il faut savoir qui tu es. On retombe sur les Grecs, quoi. Ah oui, les Grecs disaient ça? Connais-toi toi-même. Oui, par exemple. Tu connaîtras le monde et les dieux. Je crois qu'ils ont raison. Ouais, vraiment, ouais. Moi, de mon observation, je pense qu'il y a 80% de la population mondiale qui se connaît pas. En fait, c'est comme s'ils étaient à côté d'eux. Mais c'est pas, faut pas se flageller pour ça. C'est notre éducation, en fait, c'est le conditionnement, c'est la société qui t'amène à ça. Parce que si on faisait l'inverse et qu'on amenait le savoir-être et la connaissance de soi très tôt, je sais pas, sur les bancs de l'école, par exemple, ou de manière sociétale, j'aurais pas ce discours. Parce que, bien évidemment, du coup, on se connaîtrait, quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Ce qui semble pas être un objectif commun de notre société. On le met pas en avant. Ouais, on le met pas en avant. Parce que le problème, tu connais un peu le monde de l'entreprise, le monde du marketing, de la consommation. Si les gens se connaissent, ils sont pas faciles à manipuler. Bah oui, c'est ça, ouais. Et du coup, donc, ils consomment différemment. Donc, c'est pour ça que les médias ont abruti avec des choses qui abrutissent, parce que c'est possible. T'es plus facile à manipuler, quoi. C'est possible, on peut se poser des questions. Moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'accent sur la peur. On voit que le côté anxiogène aussi est ultra amplifié, qu'on veut vraiment que les gens... Peur, culpabilité. Ouais, voilà, exactement. Et après, si tu étudies un peu ces phénomènes, tu sais que si tu es anxieux, si tu pas bien dans ta peau, tu vois, si tu as peur, notamment, parce que ça tourne autour de la peur, tu prends pas les meilleures décisions de ta vie, quoi. Oui. Oui. Et puis t'es pas en meilleure santé non plus. Et t'es pas en meilleure santé non plus, quoi. D'où on revient, hein. Oui. C'est quoi le bonheur? Il faut aller chercher ça, dire les peurs. Tout ça pour ça, quoi. Oui, on tourne en boucle et on dit, oui, il faut rechercher le bonheur. Oui, moi je pense qu'à un moment donné, en fait, il faut faire pause, tu sais, dans sa vie, une petite pause nécessaire, prendre du recul et se poser des questions vraiment fondamentales, quoi. C'est quoi le bonheur? Est-ce que je suis bien dans mon corps? Est-ce que je suis bien dans ma tête? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis heureux d'être papa? Est-ce que je suis heureux d'être marié? Est-ce que j'aime mon métier? Tu vois, toutes ces questions hyper importantes. Et je pense que la majorité des gens ne se posent pas ces questions. Vraiment. Est-ce que le matin au réveil, tu peux choisir d'être heureux? Carrément. Ouais. Bien évidemment. C'est ce que tu préconises. Parce que tu viens de le dire, c'est un choix. C'est un choix. C'est purement un choix. Ouais. Donc tu peux choisir tous les matins, effectivement, d'être réveillé, d'être intention, et puis ça se fait. D'être focalisé là-dessus. Ouais. Et pour ceux qui douteraient, tu peux même te programmer quelque chose le matin qui te met en joie. Tu vois, te dire, je sais pas, n'importe quoi. Hein. Imaginons que toi, ce qui te fait kiffer le matin, c'est d'aller courir, par exemple. Tu te programmes ça tous les matins, tu vas courir. Donc forcément, tu vas te tendre vers le bonheur. Si ton kiff, c'est une musique que tu adores, tu te programmes ça tous les matins. Avant d'aller travailler, avant de faire quoi que ce soit, par exemple, tu te mets cette musique-là parce que tu sais que ça va t'apporter de l'énergie. Des stratégies d'auto-hypnose, là? Pas du tout. Pas du tout. C'est juste des tips, en fait, qui te permettent de tendre vers... Je suis d'accord. Tu vois? Je te titille parce que... Et tu sais bien que les recettes, ça marche un temps, puis ça marche plus. Si tu mets la même musique tous les matins, au bout d'un moment... Non, en fait, ce qui ne marche pas, c'est le manque de persistance des gens. Ah ouais? Ah ouais, les gens ne sont pas persistants. Ouais. En fait, il y a un manque d'assiduité. Ce qui fonctionne, c'est quand tu es régulier en réalité. Et ce qui est compliqué pour une grande partie d'entre nous, en fait, c'est de pas être régulier. C'est-à-dire que les gens commencent quelque chose et après ils arrêtent. Ouais. Mais ça, c'est les Occidentaux. Tu vois, moi, quand j'ai appris le Qigong, les maîtres chinois disaient, pratiquez 15 ans, ils nous disaient. Mais bien sûr. On disait, mais on n'a pas besoin de 15 ans pour apprendre le mouvement, parce que nous, on disait faire du Qigong, c'est-à-dire faire comme eux. Ouais. Faire le même mouvement, on fait du copier-coller. Oui. Et, ils disaient non. Et moi, quand j'ai enseigné puis pratiqué ça, je me suis rendu compte qu'ils avaient raison. Il y a des trucs qui viennent en toi au bout de 10 ans de pratique. Mais bien sûr. Qui viennent tout seuls. Mais carrément. C'est que la répétition, en fait, qui fonctionne. Moi, je dis très souvent, tu sais, j'étais champion de France de Kung Fu en 99. Et en fait, souvent, les gens, ils disent, ah, putain, il faut pas t'embêter et tout, quoi. et je leur dis, mais pourquoi j'étais champion de France? Parce qu'en fait, j'ai répété les mouvements tous les jours. Tous les jours, j'étais passionné. J'avais mon meilleur ami d'enfance qui était passionné aussi. On regardait tous les films de Jackie Chan, de Bruce Lee, tout, etc. Et on voulait faire la même chose. Donc, tous les jours, en fait, on s'entraînait. Donc, si tu t'entraînes tous les jours, je sais pas, même une demi-heure, 1 heure, peu importe, forcément, au bout d'un moment donné, si c'est juste un geste, en fait, ce geste-là, tu le maîtrises au bout d'un moment. Et si tu cumules ça avec tout dans ta vie,
bah, à un moment donné, tu deviens bon dans n'importe quoi, tu vois. Et donc, c'est applicable aussi si toi, tu veux être bien dans ton corps, être bien dans ta tête. C'est à toi, de manière rigoureuse et assidue, de mettre en place des stratégies tous les jours, de manière répétée, qui vont faire en sorte que, bah oui, avec le temps, bah, tu vas te sentir de plus en plus bien dans ta tête et bien dans ton corps. Ouais. Mais si tu le fais pas sur la longueur, c'est-à-dire toute ta vie, bah, forcément, c'est plus compliqué. C'est aussi simple que ça. Mais par contre, c'est compliqué à mettre en place. C'est ça, en fait, qui est compliqué. Oui. Les gens n'ont pas envie, tu sais, d'avoir un esprit un peu militaire. Tu vois ce que je veux dire? La contrainte, ouais. c'est ça. Ouais. Allez, une dernière. Oui. J'adore parce que quand tu pratiques le kung-fu, Oui. Tu pratiques ton truc. Oui. Est-ce que tu as perçu un moment que tu n'étais pas tout seul à pratiquer? Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'il y avait du monde autour de moi dans l'invisible? Oui. Dans les maîtres qui t'ont précédé dans la lignée, par exemple. Alors, dans les arts martiaux, non, mais dans ma vie, oui. Ouais. En fait, le jour où j'ai décidé de créer mon entreprise, donc d'ailleurs, faut le raconter, c'est assez intéressant quand même pour l'anecdote. Je vais en parler aujourd'hui parce que je trouve que c'est pas commun. Je crée mon entreprise alors que je sors d'une période de ma vie où j'étais SDF pendant 6 mois à Paris. Je suis dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur. Ouais. J'ai pas de diplôme. Je suis dyslexique, dysorthographique, HPE, HPI, hypersensible. Bon, j'ai pas les cartes, tu vois, pour créer ma boîte. Tu coches pas les cases. C'est ça. Ouais. Mais le jour où j'ai cette intuition, le jour où je sens en fait qu'il faut que je crée quelque chose et que je mette ça à contribution pour un truc qui me dépasse, ce jour-là, je sens que j'ai une équipe derrière moi. Voilà. Et elle est toujours là. Des guides, des... Ouais. Et elle est là quand je discute avec toi. D'accord. Ouais. Je sens que je suis pas seul. Alors, je suis pas voyant, je les vois pas, mais bon. Ben, moi, je sens que je suis pas seul. En fait, je pense que j'en ai aussi. mais c'est sûr. Moi, je pense qu'on en a tous potentiellement. Mais moi, de ce que j'ai vécu, et peut-être que c'est une condition sine qua non pour tout le monde, c'est à partir du moment où j'estime que tu es aligné avec qui tu es profondément. Et que donc, du coup, tu mets à disposition, en fait, qui tu es pour quelque chose qui te dépasse. Donc, pour l'humanité, pour la planète et tout, etc. Là, j'ai l'impression qu'on te drive et qu'on te guide. Ouais, ça pose la question de l'individualité de l'âme. Est-ce que l'âme, elle est individuelle ou est-ce qu'elle est reliée à d'autres choses? Et bon, clairement, pour moi, elle est reliée. Elle est reliée. Ah ouais, vraiment, ouais. Donc, énergétiquement, hein. Pour moi, c'est de l'énergie. Et si je devais qualifier cette énergie, c'est de l'amour. C'est ça, en fait, pour moi, que je matérialise, on va dire, que je perçois, qui nous connecte les uns aux autres, c'est une énergie d'amour. Je te posais la question du kung-fu parce que moi, en pratiquant, je pratiquais un qigong, toujours le même. Ouais. Et un vieux qigong qui a une lignée, comme on dit, spirituelle en Chine, tu vois. Et ça m'est arrivé de pratiquer et d'avoir des trucs, parce que je l'enseignais, donc j'avais besoin d'expliquer des choses. Et ça m'est arrivé d'avoir des choses que j'avais pas appris, qui venaient à travers moi. J'ai dit, ça vient d'où, tu vois? Des gestes, tu veux dire? Pas les gestes, le sens que ça a. Parce que tu sais, le qigong, c'est l'énergie qui est guidée par l'intention. Tout à fait. Donc tu as une intention, mélanger le yin, le yang, bon, tu as plein de trucs. Ouais. Mais tu as des trucs que tu ignores qui sortent de ta bouche. Tu te dis, mais ça vient d'où ce truc? Ah oui, alors ça, je vois très bien. Tu vois? Ça, moi, ça m'est arrivé plein de fois quand j'accompagnais des thérapeutes. Alors, j'ai créé une agence de communication il y a une 20aine d'années qui s'appelle Néo Bien-être et qui est dédiée aux thérapeutes. Et donc, on les accompagne. Et j'ai arrêté de le faire, mais il y a une époque où je les formais en marketing et en communication, parce que je trouvais que les centres de formation, peu importe ce que c'est, qui te forment, par exemple, pour être sophrologue, ils te forment pas à être chef d'entreprise et à développer ta boîte. Et moi, j'avais cet acquis. Donc, je leur apprenais, en fait, ce qui me semblait bon pour qu'ils développent leur boîte. Et je le faisais par téléphone. Et moi, je sais pas faire autrement que, quand je suis au téléphone, d'être très connecté avec la personne. Je suis vraiment présent à 2000% avec elle. Et en étant très connecté avec elle, je captais des informations que moi-même j'hallucinais en fait, que je verbalisais. Je sais pas d'où ça venait. Ça correspondait pile poil, bien évidemment, à la personne et à sa vie. Et du coup, ça l'aidait pas en marketing et en communication, mais ça l'aidait dans sa vie personnelle. Donc, je comprends ce que tu dis, mais ça, pour moi, ça nécessite d'être vraiment très connecté avec la personne. Tu vois, c'est au-delà de l'empathie en fait. Il faut être extrêmement présent. Oui, il y en a qui vont dire c'est de l'empathie. Il y en a d'autres qui vont dire c'est la magie, l'âme agit. Oui, c'est vrai, oui. Magie, il y a une sorte de, et c'est là où il faut arrêter de définir peut-être. Oui, sûrement, ouais. Non, par contre, je crois beaucoup à, tu vois, enfin, si tu regardes dans notre vie de tous les jours, moi, si tu observes bien quand tu discutes avec quelqu'un, la personne, elle n'est pas vraiment là. Elle n'est pas en écoute active. Elle n'est pas vraiment présente à 100% avec toi. Et c'est pas un jugement, hein, c'est une réalité. En fait, c'est comme ça, ouais, c'est un constat. Par contre, si tu fais toi vraiment l'exercice d'être vraiment là, vraiment,
bah tu vas voir en fait ce qui se passe, tu vas capter des choses. Alors après certains parlent de télépathie, peu importe ce que c'est, mais tu vas même ressentir potentiellement ce que ressent la personne. Enfin c'est assez fort. Donc ça montre juste que si tu te connectes vraiment avec la personne, bon bah t'es un vrai humain quoi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il y a un critère qu'on peut observer et on peut le partager au public là, c'est que on parle depuis un bon moment, tu vois. Oui. Est-ce que tu as une notion du temps qui s'est passé? Absolument pas. Ben voilà. Non. Et toi? Ben non. Et je trouve qu'on pourrait parler comme ça encore pendant des heures. Ouais. Oui. Parce qu'on est complètement dedans et que le temps disparaît. Exactement. Ouais, j'espère que c'est pareil pour vous. En fait, pour tout te dire, moi je suis dans tes yeux. Et donc certains vont dire que tu sais les yeux c'est l'âme en fait qu'il y a derrière. Ouais. Donc moi là je suis connecté à toi. Ouais. Donc je sais pas qu'il y a des caméras autour de moi. Donc effectivement ça pourrait durer très longtemps. Ouais. Comment on fait pour te contacter, Julien? Très simple, vous tapez Julien Perron dans un moteur de recherche. Oui, bon alors ça. Et ça on va trouver un peu partout parce qu'on a beaucoup de sites internet. Mais toi ton canal privilégié? Bah je suis présent sur tous les réseaux sociaux, donc ouais Instagram, tu sais Facebook, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Julien Perron aussi. LinkedIn aussi, je suis très présent sur LinkedIn. Donc voilà. Tu suis tous les réseaux? Oui, c'est moi qui les gère d'ailleurs. Hein. Incroyable. Alors ça, je le dis pour le public, c'est rare. Hein. Oui, c'est ce qu'on me dit, ouais. Ah ouais, c'est rare. C'est ce qu'on moi, dit, je peux pas. Hein. Ouais. Si, moi j'aime ça. Déjà, j'aime ça. Ouais. Et je trouve que c'est important en fait que ce soit moi qui réponde aux gens. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui me disent, putain, c'est génial, merci beaucoup parce qu'on se sent considéré. Bah, et ça me paraît important. En tout cas, on a un contact avec toi. Oui, c'est ça. Après, ils peuvent m'être considérés, tout ça, mais c'est vrai que il y a un tel job à suivre les réseaux. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, ouais. Bah, c'est simple. Pour être très factuel, ça me prend 4 heures tous les matins. Wow. Voilà, en gros, quoi. Tu vois, moi, je suis réveillé tôt. Je suis réveillé à 5h30. Donc, tu peux te dire qu'en gros, de 6h30 à 9h30, je suis sur les réseaux, ouais. Et après, je passe à autre chose. C'est pour ça que t'as pas déjeuné ce matin. Ce matin, j'étais en visio. J'étais en visio d'ailleurs avec l'Afrique, tiens, c'était super intéressant. C'était une visio où on parlait d'éducation, parce que je mets aussi beaucoup d'énergie dans l'éducation. Et donc là, on me contactait pour parler éducation. Donc j'étais pas sur les réseaux. Et je pense que là maintenant, il est temps pour toi d'aller boire un coup et de manger une pomme. Ouais, j'aimerais bien. Allez, on va faire ça. Merci. On vous remercie tous de votre écoute et d'avoir suivi jusque-là. C'était passionnant. Merci Julien. Cool. Merci à toi.